Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le coordinateur humanitaire des Nations Unies au Yémen poursuit sa visite à Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Europe, la Grèce, le gouvernement présente son plan pour la préservation des forêts contre les incendies. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu hier dans son bureau une importante délégation des Nations Unies conduite par le coordinateur résident du système des Nations Unies, le coordinateur humanitaire du Bureau des Nations Unies au Yémen, M. David Grizzly, accompagné des représentants du système des Nations Unies à Djibouti, à savoir M. José Barona, de la représentante du PNUD, Mme Emma Anoua. La rencontre a vu la participation de M. Dina Abdel Omar, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, et de M. Azn Elmi, conseiller technique du ministre. La discussion de la réunion a porté sur l'opération de transbordement du pétrole des cargaisons de la plateforme Safar, qui menaçait de disloquer au large des côtes du Yémen, qui contenait plus de 1,1 million de barils de pétrole. M. David Grizzly, coordinateur résident du système des Nations Unies au Yémen, a remercié la République de Djibouti pour le soutien de cette opération essentielle dans la facilitation de la logistique et le transfert des équipements de lutte contre le déversement d'hydrocarbures à l'intérieur de nos ports et zones franches, ainsi que leur stockage temporaire et l'expédition des conteneurs vers leur destination finale, Hodeida, à Mokha, au Yémen. Le ministre de l'Environnement a pour sa part souligné que notre pays soutient toujours les efforts de la communauté internationale pour lutter contre le déversement d'hydrocarbures et ajouté que cette initiative a arrêté la pollution sur l'environnement dans un marin où les récifs et les mangroves, les pays de la mer Rouge comme la République de Djibouti. Poursuivant dans sa tournée, cette fois-ci le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Marhadi, qui a reçu au siège central de Djibouti Free Trade Zone une forte délégation onusienne conduite par M. William David Grizzly, coordinateur résident des Nations Unies et coordinateur humanitaire au Yémen. Comme je vous le disais, cette visite fait suite au succès de l'opération de transbordement du pétrole des cargaisons de la plateforme Safar, qui menaçait de se disloquer au large des côtes du Yémen. L'opération, qui s'est achevée le 11 août dernier, a mobilisé un important moyen humain et matériel auquel la République de Djibouti, et ici à travers l'autorité portuaire, a joué un rôle prépondérant en travaillant de concert avec les instances onusiennes chargées pour mener à bien cette opération de sauvetage. Ainsi, la délégation composée de plusieurs membres, dont M. William David Grizzly, coordinateur résident des Nations Unies et coordinateur humanitaire pour le Yémen, à savoir aussi M. José Barona, résident des Nations Unies à Djibouti, et Mme Emma Ngoua, représentante résidente du PNUD à Djibouti, et d'autres membres de la mission ont été chaleureusement accueillis par le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi. Côté djiboutien, a noté pris part à la rencontre le commandant des ports de Djibouti, Mohamed Moussa Abar. Au terme de cette réunion, M. Grizzly et ses collègues ont exprimé leur profonde gratitude pour la contribution de Djibouti à la préservation et à la prévention d'une crise environnementale sans précédent. La menace qui existait dans le port de Hodeida. Je suis venu ici surtout pour remercier le président et son équipe pour l'appui que nous avons reçu pendant ces derniers mois pour cette opération. C'était clé, je veux dire, pour notre réussite, et franchement, sans eux, ce serait très difficile d'avoir cet succès. Donc, merci bien à tout le monde ici, surtout au président pour leur appui. Au terme de la rencontre avec les émissaires onusiens, le président de l'autorité des ports, M. Aboubakar Omar Hadi, a expliqué qu'un tel événement, s'il n'avait pas été désamorcé à temps, aurait pu constituer une bombe à retardement environnemental et écologique aux conséquences dévastatrices. Écoutons-le. C'est à propos du navire Safar au large de Ras Issa, au nord de Hodeida, qui avait à bord 1,1 million de barils de pétrole brut à bord. Donc ces navires risquaient de couler ou d'exploser. Donc les Nations Unies, les PNUD, ils ont fait tout l'effort nécessaire
sur le plan politique, diplomatique et technique pour qu'il n'y ait pas une pollution marine très importante dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Direction Rwanda, plus précisément à Kigali, où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Yunus Ali Guedi, a participé hier à la 5e réunion régionale de l'Alliance solaire internationale pour la région Afrique, qui a ouvert ses travaux dans la capitale de la République rwandaise. À la tête d'une délégation composée de son conseiller technique, M. Mahdi Ouabri Hassan, du directeur de l'énergie, Gouleid Mohamed Jama, le ministre Yunus Ali Guedi représentait en effet la République de Djibouti à cette réunion du groupe d'Afrique de l'ISA qui s'est tenue du 30 août au 1er septembre. Organisée chaque année avant l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ISA, prévue dans cette année à New Delhi, dans la capitale indienne, du 30 octobre au 1er novembre. Cette assise de rendez-vous important des acteurs clés du secteur de l'énergie solaire africain a réuni des centaines de participants venus de tout le continent africain, plus particulièrement des ministres de l'énergie de plus de 38 pays africains membres de l'ISA. Plus d'une douzaine de points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette 5e édition de la réunion régionale de l'ISA pour la région d'Afrique. Les échanges entre les différentes délégations africaines ont plus porté sur la meilleure façon de mener réflexion sur les problématiques, les difficultés, les contraintes rencontrées sur la proposition des solutions concrètes, durables et pérennes aux problématiques évoquées. Lors de son intervention, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Yunus Ali Guedi, a mis l'accent sur l'impérieuse nécessité de dynamiser les activités de l'Alliance solaire internationale en vue de concrétiser de nombreux projets énergétiques solaires au profit des pays africains en général et de notre pays en particulier. Retour à Djibouti où la représentante de l'USAID a remis hier des matériels bureautiques et informatiques au conseil régional de Dikil. De l'arrivée à Dikil, la délégation a été accueillie chaleureusement par le préfet de Dikil, M. Hassan Abdiroble, à la préfecture. Cette visite a été l'occasion d'un échange courtois et d'une présentation de l'engagement de l'USAID dans notre région. Par la suite, la délégation s'est rendue au conseil régional, au lieu tant attendu de la cérémonie de remise. Là-bas, une foule enthousiaste composée de représentants d'associations locales, d'élus locaux, de la population, les accueille sous les applaudissements et les danses folkloriques étaient présents. Le président du conseil régional de Dikil, par intérim, M. Ibrahim Gouro Abdallah, du secrétaire général du conseil régional de Dikil, Abdallah Mohamed Hassan, ainsi que le chef de détachement de la police de Dikil, M. Suleiman Farah Awale. La cérémonie de remise officielle des matériels bureautiques et informatiques a eu lieu dans la salle de conférence du conseil régional en présence des autorités locales et de la compagnie Kaizen, l'agence d'exécution du projet. Ce don généreux s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local financé par le gouvernement américain à travers l'USAID. Eh bien, le conseil régional de Dikil et la population dikiloise expriment leur profonde gratitude envers l'USAID pour son soutien inestimable et son engagement indéfectible envers le développement de leur région. À vous souhaiter la bienvenue en cette occasion très spéciale marquée par la visite de la représentante de l'USAID. Nous nous réunissons aujourd'hui pour une cérémonie de grande importance, la remise officielle des matériels informatiques et mobilier au conseil régional de Dikil, généreusement octroyé par l'USAID à travers le projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. Nous sommes profondément reconnaissants à l'USAID pour son engagement envers le développement local et son soutien indéfectible aux régions. Ces matériels informatiques et mobiliers que nous recevons aujourd'hui sont des outils qui vont renforcer nos capacités et notre efficacité dans la gestion des affaires régionales. Ils sont également les symboles concrets de l'engagement continu de l'USAID envers le développement local et la promotion de la société civile. Ils témoignent de la confiance que l'USAID accorde aux régions, à leur capacité et à leur vision pour un avenir meilleur. La présence de la représentante parmi nous aujourd'hui est un témoignage du partenariat solide qui lie l'USAID au conseil régional de Dikil. Cette cérémonie officielle de remise constitue une étape significative dans le renforcement de la collaboration USAID-collectivités locales. Nous remercions chaleureusement l'USAID pour sa confiance envers le conseil régional de Dikil
et pour avoir choisi sa première visite à Dikil. Et enfin, je tiens également à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Eh bien, ces matériels revêtent de l'importance cruciale pour renforcer leur capacité à servir la communauté et à stimuler le progrès local. Écoutons la représentante de l'USAID. Aujourd'hui, pour la cérémonie de remise officielle des matériels et d'équipements bureautiques au Conseil régional de Dikil. Cette donation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui de l'engagement de la société civile dans le processus du développement local. Ce projet est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID à hauteur de 10 millions de dollars jusqu'en 2025. Le Conseil régional de Dikil tient une place capitale et stratégique dans le rapprochement des services publics au sein de la communauté dikiloise et a su créer une réelle cohésion avec les représentants de la société civile djiboutienne. C'est cette volonté d'inclusion et cet esprit collaboratif qui émane des conseils régionaux à Djibouti qui a voulu soutenir l'USAID. Un fonds d'environ 25 millions et demi de francs djiboutiens a été alloué pour ces projets afin d'équiper les locaux des 5 conseils régionaux en matériel bureautique de qualité et de première nécessité. La création d'espaces de travail équipés, adaptés aux nouvelles technologies, rendra possible une meilleure collaboration et un soutien de qualité pour les associations. D'autres activités en appui aux conseils régionaux seront également mises en place sur les 2 prochaines années. Eh bien, à la fin de cette cérémonie d'octroi, la représentante de l'USAID à Djibouti a effectué une visite guidée des matériels informatiques qui a été fourni au Conseil régional de Dikil. Ces matériels contribueront sans aucun doute à renforcer les tâches quotidiennes du Conseil régional au service des citoyens vivant dans cette vaste région de l'unité. Lors de cette visite guidée, la délégation était accompagnée des autorités locales de la région, en particulier de hauts fonctionnaires du Conseil régional qui ont remercié l'USAID pour ces gestes qui améliorera les performances du Conseil régional dans la période à venir. On reste toujours dans le sud du pays, ou plus particulièrement à Ali Sebié, dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024. Depuis quelques semaines, des vastes opérations de réhabilitation et nettoyage des établissements scolaires de la ville d'Ali Sebié sont entreprises. Selon les responsables régionaux du MENFOB, tous ces travaux demeurent nécessaires afin d'accueillir les écoliers, les collégiens et les lycéens dans des salles de classe à l'atmosphère agréable pour l'enseignement. Pour plus d'informations et d'après le calendrier de la rentrée scolaire 2023-2024, les écoles de base ouvriront leurs portes le dimanche 3 septembre et le mardi 5 septembre pour l'enseignement secondaire, général, technique et professionnel. Toutes les préparatifs de cette rentrée sont mis en place par les différents acteurs éducatifs. Les établissements scolaires sont prêts pour une rentrée sereine. La direction du lycée Arrêt de la région a tenu sa première réunion de pré-rentrée hier. La réunion a essentiellement porté sur l'amélioration de l'enseignement et apprentissage pour une éducation de qualité et répondre aux attentes du ministère de l'Éducation nationale, mais également la présentation des nouveaux enseignants et enseignantes, partager des tâches et des classes et d'autres divers programmes. Eh bien, comme je vous le disais, ce fut l'occasion pour les enseignants et les responsables du lycée de se fixer les orientations du ministère pour cette nouvelle année scolaire. Écoutons les proviseurs. 31 août 2023, nous avons accueilli au sein du lycée d'Ali Sebié les enseignants. C'était l'après-rentrée pour nous du lycée d'Ali Sebié. Donc les enseignants ont eu leurs emplois du temps. On leur fait part la lettre de la rentrée scolaire 23-22 du ministère. Donc, et les enseignants ont été bien accueillis. Cette année vient après une année 2022-23 qui a été une réussite donc, pour la région d'Ali Sebié
Et pour le lycée d'Ali-Sévier, puisque le lycée d'Ali-Sévier s'est classé premier au niveau de région et deuxième au niveau de la République. Nous remercions donc les autorités locales, que ce soit le préfet, le président du conseil régional, l'inspecteur régional, donc, et le parent, le ministère, surtout monsieur le ministre. Et nous avons des travaux de réhabilitation qui se déroulent en ce moment même dans l'enceinte du lycée d'Ali-Sévier, que ce soit la peinture, la réhabilitation du mur. Je voudrais en dernier lieu souhaiter donc, la bienvenue et une très bonne année scolaire. Toujours à Ali-Sévier, cette fois-ci on change de thème, santé, dans le cadre d'initiatives exemplaires visant à garantir la santé et le bien-être de son personnel dévoué. L'hôpital régional d'Ali-Sévier se prépare à marquer un événement historique sous la direction éclairée de son directeur de l'hôpital et sur le point de lancer une opération de vaccination contre l'hépatite B, s'alignant ainsi sur la feuille de route du ministère de la Santé. Cette initiative souligne l'engagement continu de l'hôpital régional envers la sécurité et la santé de son personnel. En mettant en œuvre la politique de la feuille de route du ministère de la Santé, l'hôpital démontre son rôle de leader dans la promotion de la santé au sein de son équipe médicale. L'opération de vaccination a eu lieu le mercredi 30 août dans la salle de réunion de l'hôpital. Tous les membres du personnel du bloc opératoire et de la maternité se sont conviés à se rendre à cet événement crucial. La première dose du vaccin contre l'hépatite B est administrée lors de cet événement. Cette initiative n'est pas seulement un pas en avant pour la protection du personnel, mais aussi pour la sécurité des patients qui sont pris en charge au sein de ces services essentiels. Ce qui rend cette opération de vaccination encore plus exceptionnelle, c'est qu'elle représente un jalon significatif dans le secteur de la santé. Étant la première structure publique à vacciner son personnel contre l'hépatite B, l'hôpital régional d'Ali-Sévier montre un exemple à suivre pour d'autres établissements de santé à travers le pays. Ces démarches procréatives soulignent l'importance de la prévention et de la protection des professionnels de la santé dans le risque infectieux. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi pour la lutte contre la recrudescence des accidents de la route. La police nationale a effectué hier une opération coup de poing sur toutes les artères de la capitale. Toutes les unités de la police nationale ont été déployées sur les différents axes routiers pour vérifier les différentes règles afférentes au code de la route, telles que le port de la ceinture de sécurité, le port des casques pour les deux roues, à savoir les motos, les vitres teintées, les assurances ou bien les vignettes, mais surtout les tests d'alcoolémie. En effet, il a été constaté que les principales causes des accidents routiers sont en grande majorité causées par la conduite sous l'effet des stupéfiants, dans ce sens que toutes les unités de la police nationale ont été mobilisées hier soir jusqu'à très tôt dans la matinée d'aujourd'hui pour procéder à des contrôles et des vérifications. Eh bien, cette mise en garde de la police nationale qui rappelle aux automobilistes que le respect du code de la route peut sauver des vies. Mais aussi, il est à noter que ces opérations se poursuivront aussi longtemps que nécessaire afin de sensibiliser les conducteurs sur les dangers de la route. Nous avons constaté une recrudescence des accidents dus au non-respect du code de la route. Dans ce sens, la police nationale a débuté de grandes opérations dans les artères de la capitale afin de lutter contre toute infraction engendrant des accidents, tels que le non-port de la ceinture de sécurité, le non-port des casques de protection, les vitres teintées et l'usage du téléphone au volant. Mais ce qui est le plus important, c'est l'usage de stupéfiants qui hausse le nombre des accidents et
qui est de plus en plus fréquente. Dans ce sens, je voudrais informer aux usagers de la route de respecter le code de la route et de s'éloigner de toute infraction engendrant des accidents. Merci. Régional à présent, lors d'une conférence de presse tenue dans la ville de Dousamareb, en Somalie, le vice-ministre somalien de la communication, Abdurrahman Youssouf, a expliqué les progrès réalisés dans la première phase de la guerre menée par les forces somaliennes contre les milices Al-Shabaab, en particulier dans la province de Galmudug, au centre du pays. M. Abdurrahman Youssouf a démonté le départ des troupes somaliennes d'un certain nombre de sites et zones libérées, soulignant que l'opération militaire se poursuivra comme prévu. Le vice-ministre somalien de la communication a affirmé que les forces somaliennes soutenues par les citoyens poursuivent la guerre contre ces milices, en particulier dans la région de Galmudug et les zones de Hirshabelle. Les forces somaliennes font des progrès significatifs, a-t-il déclaré, presque quotidiennement dans le but d'éliminer Al-Shabaab de cette zone. M. Abdurrahman Youssouf a également exprimé au nom du gouvernement somalien ses remerciements et sa gratitude aux membres des forces somaliennes qui font de leur mieux pour répondre ces zones encore occupées par les milices Al-Shabaab. Le vice-ministre somalien de la formation a enfin remercié le peuple de son pays pour son soutien et à l'opération militaire et sa position permanente auprès des forces armées, soulignant que les milices d'Al-Shabaab sont maintenant à leur stade le plus faible depuis 20 ans. Il a rappelé que des progrès remarquables ont été réalisés depuis le lancement de cette campagne militaire il y a près d'un an. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, le Premier ministre grec a présenté son plan pour la protection des forêts et de la prévention des incendies. Selon lui, plus de 150 000 hectares des terres ont brûlé cet été. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a estimé hier que les zones brûlées cet été par les incendies des forêts vont dépasser plus de 150 000 hectares. Une grande partie concerne la forêt de Dadia, que la Commission européenne considère comme l'une des importantes incendies jamais enregistrées en Europe. Le feu continue d'y servir depuis 13 jours. Critiqué par les partis d'opposition pour son inaction, le Premier ministre grec a annoncé que des nouvelles mesures pour préserver les forêts de plus de 100 drones seront capables de surveiller les points sensibles, souvent grâce à l'intelligence artificielle. Afin d'être informés immédiatement d'un incendie lorsqu'il survient, les autorités grecques ont renforcé leurs équipes de lutte contre les incendies dans le nord-est du pays. Plus de 100 pompiers supplémentaires ont été déployés avec plus de 10 avions, 7 hélicoptères venus de 9 pays européens, a-t-il indiqué le Premier ministre grec. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.